Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour animer ce webinaire organisé en partenariat avec l'agence Erasmus+, à l'occasion des Erasmus Days qui démarrent aujourd'hui et qui vont se dérouler pendant 3 jours sur tout le territoire et dans près de 80 pays. Je suis Alexandra Le Sieur, rédactrice en chef du site touteleurope.eu, le premier site d'information pédagogique sur les questions européennes, et je vais vous accompagner pendant cette heure que l'on va passer ensemble. Alors, ce webinaire va se dérouler de la façon suivante, 45 minutes d'échange avec nos invités, puis 15 minutes consacrées à vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous les envoyer dès à présent, soit en utilisant le module de questions-réponses en bas de votre écran, soit via la publication du live sur la page Facebook de toute l'Europe. Caroline Devino, responsable des partenariats et de la communication avec qui j'ai préparé ce webinaire, nous les relaiera juste à la fin. Alors, comment le programme Erasmus+ et Europass favorisent l'emploi des jeunes? C'est précisément le thème que l'on va aborder aujourd'hui ensemble. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui 5 invités. En direct de Bruxelles, Claire Hermann de la Direction Générale Éducation et Culture de la Commission Européenne. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. En direct de Bordeaux, Marielle Gaudin. Bonjour. Marielle Gaudin, donc vous êtes chargée de promotion Europass à l'agence Erasmus+ France Éducation Formation. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour Alexandra, j'avais oublié d'activer le micro. C'est pas grave. Merci beaucoup d'être avec nous. Également à nos côtés, Johan Beau, responsable des programmes européens chez Pôle emploi. Bonjour. Bonjour. Depuis Paris. Et enfin, nous avons la chance d'avoir aussi en direct de l'Espagne et de l'Allemagne 2 bénéficiaires du programme Erasmus+, qui vont nous parler de leur expérience et apporter quelques conseils pratiques à tous ceux qui nous écoutent. Depuis Madrid, Lisa Bécher, bonjour. Bonjour. Et Clarisse Giraud-Garuffi en direct de Berlin. Bonjour. Oui, bonjour, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Programme phare de l'Union européenne pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport. Aujourd'hui, Erasmus+ est la première réalisation concrète de l'Union européenne aux yeux des Français. Le programme a bien évolué depuis son lancement en 1987, mais ce que l'on sait moins, c'est qu'Erasmus+ s'adresse aujourd'hui à tout le monde. L'année dernière en France, en plus des 57 000 mobilités financées pour des étudiants, Erasmus+ a permis à 43 000 autres personnes de partir à l'étranger, parmi eux des apprentis, des lycéens en bac pro, des demandeurs d'emploi, des professeurs et des formateurs. La conviction de l'Europe derrière tout ça, c'est que tous les métiers et à tous les âges, pour tous les métiers et à tous les âges, la mobilité est utile. Alors, une première question que l'on a reçue de Léa qui s'est inscrite pour suivre ce webinaire. Claire Hermann, bien évidemment, difficile de faire abstraction du contexte actuel. La crise sanitaire a eu des effets sur la mobilité. Est-il aujourd'hui plus difficile de faire un séjour en Erasmus? Oui, bonsoir à tous. Bon, il est évident que les derniers mois ont été difficiles. Erasmus est un programme de mobilité. Donc, comme on a été tous limités dans nos mouvements, ça n'a pas été très facile. On a fait une enquête au printemps dernier auprès des 145 000 personnes qui étaient en mobilité à ce moment-là. Un quart d'entre elles ont répondu qu'elles n'avaient pas été touchées, et 3/4 oui. Et de ces 3/4, pour à peu près un tiers d'entre eux, les mobilités ont été annulées. Pour 22%, elles ont été suspendues, reportées. Et pour 42%, les gens en mobilité ont pu continuer par d'autres moyens, donc la plupart du temps avec des outils de travail à distance. Donc, si vous voulez, on a cherché à gérer d'urgence. On a permis aux projets de mobilité d'étendre leur durée de validité pour que les universités, les organisations qui organisent la mobilité en général, ne soient pas pénalisées financièrement. On a aussi fait en sorte que même si les gens n'étaient pas mobiles, les organisations puissent continuer à toucher ce qu'on appelle le support organisationnel qu'on leur paie pour l'organisation pratique des mobilités. Donc, si vous voulez, rien n'est perdu en termes de financement, mais il est évident qu'au moins jusqu'au printemps prochain, on va avoir des soucis de report d'activité.
Ça nous a quand même, on n'est pas très inquiet parce qu'on a déjà lancé un appel pour préparer le prochain programme Erasmus et l'intérêt est toujours là. Donc, les organisations, si vous voulez, ont géré l'urgence et les nouvelles qui veulent avoir accès au programme sont toujours intéressées. Donc, on reste optimiste. Cette crise nous a aussi aidé à penser d'autres outils pour le futur programme parce que vous tous, vous commencez à utiliser beaucoup plus les moyens d'apprendre et d'enseigner aussi à distance. Et donc, on est en train de penser, au moins pour l'enseignement supérieur, à proposer des mobilités hybrides, c'est-à-dire qui mélangent une partie des enseignements en ligne et des mobilités physiques plus courtes. Voilà. Mais ça remplacera en tout cas pas ce qui existe aujourd'hui, ça sera en plus. Voilà pour l'impact que cette crise a eu sur notre programme. Merci beaucoup. Alors, Lisa Bécher, vous êtes étudiante à l'Université Complutense de Madrid dans le cadre d'une mobilité Erasmus+. Alors justement, comment ça se passe? Comment se passe l'organisation de vos cours dans le cadre de cette crise sanitaire? Alors moi, je suis à la faculté d'informatique et dans ma faculté, ils sont quand même assez bien organisés. Donc en fait, on va avoir un calendrier avec des semaines en bleu et en jaune. Et donc en fait, par exemple, donc moi, je suis en semaine, actuellement, je suis en semaine bleue, car je vais avoir cours en ligne. Et du coup, ceux qui vont avoir le numéro, leur dernier chiffre, pardon, le dernier chiffre de leur numéro d'identité, s'il est pair, ils vont aller en cours, et s'il est impair, ils vont rester chez eux. Donc moi, je suis impair, je reste chez moi, et la semaine prochaine, j'irai en cours. Donc un système hybride très, très organisé. Voilà, quand même pas mal organisé. Alors, juste en quelques mots, quelles ont été vos principales motivations pour partir étudier à l'étranger? Est-ce que vous avez un ou deux conseils à donner à ceux qui nous écoutent? Alors moi, j'ai vraiment voulu partir pour vivre dans un autre pays, donc découvrir des nouvelles cultures et pouvoir approfondir la langue, du coup l'espagnol, hein, puisque je suis en Espagne. Et voilà, c'est la meilleure expérience de ma vie. Donc vraiment, si vous voulez partir, allez-y, parce que c'est une expérience unique. Chaque jour est unique et différent, et vous rencontrez de nouvelles personnes qui sont formidables. Donc vraiment, c'est la meilleure expérience. C'est vraiment quelque chose à faire. Allez-y. Merci pour ce témoignage, Lisa. Alors, Claire Hermann, de façon concrète, que fait l'Union européenne pour aider les jeunes à trouver un emploi? Quels sont les dispositifs existants? Donc, je reprends la main. Donc, je vais juste faire une petite introduction sur un autre outil que le programme Erasmus. Que le programme Erasmus, c'est pas son but premier n'est pas de lutter contre le chômage, mais j'expliquerai comment il a quand même un impact positif sur les jeunes qui y participent. L'outil qui a été mis en place en 2014 suite à la crise financière de 2008, il s'appelle la garantie pour la jeunesse. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est un engagement très fort de tous les gouvernements des États membres de l'Union européenne. Dans les 4 mois après la sortie des jeunes, soit du système scolaire, soit malheureusement d'un emploi s'ils l'ont perdu, les États membres s'engagent à faire une offre de qualité, une offre sérieuse, soit d'un emploi, soit d'une formation continue, soit d'un apprentissage, soit d'un stage. Et donc, si vous voulez, c'est un engagement des autorités nationales à le faire. Et l'Union européenne, qui n'a pas une compétence lourde en termes d'emploi, hein, la compétence reste aux mains des États membres, l'Union européenne a soutenu financièrement cet engagement avec l'initiative pour l'emploi des jeunes. Et à ce jour, enfin jusqu'à 2020, 9 milliards d'euros seront investis. 14 millions de jeunes dans l'Union européenne ont déjà accepté une offre. Et ce qui est intéressant, c'est que 2,5 millions des jeunes étaient, j'allais dire, perdus, enfin étaient hors de l'enseignement, hors du travail, hors du marché de l'emploi, hors de la formation. Donc, c'est vraiment des gens qui avaient besoin d'aide et qui ont pu bénéficier de cette offre. Outre cet effort, si vous voulez,
additionnel, on avait un vieil outil qui date déjà du début de l'Union européenne, qui s'appelle le Fonds social européen et qui sert à former des gens à tous les âges, mais en particulier les jeunes aussi. Donc, vous voyez, il y a des outils financiers assez importants de l'Union européenne pour lutter contre le chômage des jeunes. Alors, et Erasmus là-dedans. Erasmus, donc, comme je le disais, c'est un soutien à la mobilité. C'est aussi un programme qui soutient les organisations et la coopération européenne des organisations dans l'éducation. Mais quand on a fêté les 30 ans du programme Erasmus, on avait fait une enquête et on avait demandé aux employeurs qu'est-ce que vous pensez du programme. Et 2/3 d'entre eux, 64%, avaient répondu à CV expérience égale. Un jeune qui a fait Erasmus, qui a eu une expérience internationale pendant ses études, il a un plus. C'est un plus au moment du recrutement. Et ce pourcentage n'était que de 37% 10 ans auparavant. Donc, vous voyez, les choses ont changé. Les employeurs sur le marché du travail voient vraiment un intérêt à recruter des jeunes qui ont une expérience à l'international. Grossièrement, et bon, bien sûr, il y a un acquis linguistique, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi plein de compétences qu'on appelle transversales, le sens critique, la curiosité, l'habitude de résoudre des problèmes rapidement. Toutes ces nouvelles compétences, on arrive à les acquérir grâce au soutien d'Erasmus. Je parle des étudiants, mais c'est la même chose pour les jeunes en formation professionnelle. Je ne sais pas s'il y en a qui nous écoutent. La même chose, on remarque que des jeunes qui ont été en mobilité, après 3 ans, 81% qui ont participé à un programme de mobilité, Erasmus ou un autre, sont en emploi contre 68% de ceux qui n'ont pas eu cette expérience. Je voudrais aussi dire que, outre les étudiants, outre les jeunes en formation professionnelle, il y a aussi un soutien au volontariat. Donc, on peut avoir aussi une expérience non rémunérée, assez longue, jusqu'à 1 an dans un autre pays européen. Et là encore, même si ce n'est pas une expérience professionnalisante au centre de formation, c'est une expérience qui est toujours valorisée au moment d'un recrutement. Merci beaucoup pour toutes ces explications très claires et très complètes. On reviendra dans un deuxième temps justement sur tous ces bénéfices de cette mobilité auprès notamment des entreprises. Johan Bau, le programme Erasmus+, n'est pas seulement un dispositif dédié par exemple aux étudiants souhaitant poursuivre leurs études à l'étranger, il est aussi destiné aux demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi. Comment fonctionne ce dispositif ? Alors oui, c'est un dispositif que nous, on met en place à Pôle emploi depuis plusieurs années, même depuis assez longtemps, puisque ça va bientôt faire 7 ans qu'on propose des bourses aux demandeurs d'emploi. Alors ça fonctionne sur le même modèle que les bourses étudiantes. Il faut savoir donc que nous, il n'y a pas de critères qui sont établis pour sélectionner les participants qui peuvent obtenir une bourse. Il n'y a pas de critères d'âge. C'est pas réservé à un public jeune uniquement. Pour vous dire un peu en termes d'âge, sur le dernier programme qu'on a étudié, on avait des personnes entre 18 et 58 ans qui ont participé, donc vraiment toute la palette des âges des personnes actives est représentée. Plus concrètement, pour participer, généralement, on demande juste un CV et une lettre de motivation pour évaluer la pertinence de l'expérience Erasmus+ dans le cadre du projet professionnel. Parce que nous, on a à peu près chaque année 1500 bourses au niveau de Pôle emploi. Donc, si on met ça au regard du nombre global de demandeurs d'emploi, il faut qu'on opère une sélection à un moment. Donc, il y a une sélection qui est faite et qui est faite sur la pertinence de l'expérience Erasmus+ au regard du projet professionnel de la personne. Et ensuite, plus concrètement, l'expérience est la même que pour des étudiants, sauf que là, il s'agit d'un stage professionnel, donc dans une entreprise, une association, dans un organisme qui permet d'accueillir un travailleur. La prestation est la même que pour un étudiant, voire elle est un petit peu plus clé en main que ce qui peut avoir lieu parfois, à savoir que en discutant
avec le participant qui a été sélectionné, on lui trouve le stage en entreprise, donc la recherche du stage est opérée par Pôle emploi et ses prestataires. On lui trouve aussi son logement et donc après toute l'organisation du voyage est aussi prise en charge. Donc c'est vraiment une prestation et quelque chose que nous on considère comme une formation clé en main pour les participants. Et en termes de calendrier, juste pour avoir un ordre d'idée, à partir du moment où on dépose son dossier et le moment où on reçoit la réponse définitive, il y a à peu près combien de temps? Alors, il n'y a pas vraiment de délai standard, entre guillemets. Ça dépend un peu de la manière dont c'est géré parce que ce programme est opéré par les régions, par nos directions régionales à Pôle emploi. Donc, certaines régions disposent de plus ou moins de bourses, ce qui fait que certaines régions ont plus facilement la capacité à faire des départs au fil de l'eau. Quand une région dispose de 100-150 bourses, elle peut faire partir des gens un peu tout au long de l'année. On a des régions qui sont beaucoup plus petites en termes de taille et du coup qui disposent que d'une vingtaine de bourses par exemple. Et donc là, il va y avoir des départs plus de temps en temps, 2 ou 3 vagues de départ sur l'année. Donc ça change un peu selon la région. Merci. Clarisse Giraud-Garuffi, vous êtes partie à Berlin pour bénéficier d'une mobilité de stage dans le cadre d'Erasmus+, et dans le cadre de ce dispositif proposé avec Pôle emploi. Et vous êtes restée depuis à Berlin. Quels ont été les principaux atouts de votre stage pour trouver ensuite un emploi ? Alors moi, il faut savoir qu'au tout début, quand j'ai voulu postuler pour bénéficier d'Erasmus+, c'était une période où j'étais un petit peu perdue. Je ne savais pas trop quoi faire, je ne savais pas ce que je pouvais faire. Et c'est ma conseillère Pôle emploi qui, en voyant mon profil, en voyant que je parlais 5 langues, m'a dit il faut prendre l'opportunité qui se présente, il faut partir à l'étranger. Et le but, ça a été vraiment de créer l'opportunité, en fait. J'en avais pas besoin au niveau linguistique, mais c'était vraiment créer l'opportunité, s'ouvrir vers l'international. Et c'est ce qui m'a fait rencontrer des gens sur place. Et au final, maintenant, je suis employée dans mon entreprise d'accueil, Erasmus+. C'est mon entreprise d'accueil qui m'a embauchée. J'y suis depuis 1 an et 2 mois maintenant. Et si je n'étais pas partie en Erasmus+, j'en serais sûrement pas là déjà parce que je n'aurais pas rencontré les gens que j'ai rencontrés. Je n'aurais pas forcément pensé à postuler dans l'entreprise d'accueil qui m'a acceptée et je n'aurais pas eu l'ascension professionnelle que j'ai eue là actuellement grâce à cette entreprise d'accueil. Il faut savoir quand même que j'ai commencé par un stage très court de 3 mois. J'ai été embauchée à la fin de ce stage et 6 mois après, j'ai obtenu une promotion. Ce qui est quand même, voilà, il faut le dire, assez exceptionnel. J'en étais très contente, mais je ne pensais pas que ça allait arriver. Et en fait, le fait de m'ouvrir vers l'extérieur et de pouvoir m'impliquer dans une entreprise à l'étranger, c'est ce qui a créé le contact avec les gens sur place. Ils ont vu de quoi j'étais capable pendant mon stage Erasmus+, et ils ont décidé ensuite de me garder et de continuer à travailler avec moi. Et je pense que c'est vraiment quelque chose à faire. Je répéterai jamais assez qu'il ne faut pas se limiter déjà. Et si moi j'étais perdue et maintenant j'en suis là, je pense que ça peut aider beaucoup de gens, vraiment. Merci Clarisse Giraud-Garuffi. Alors Erasmus+, une expérience de mobilité que l'on peut par exemple ajouter à son CV Europass. Marielle Gaudin, on en parle avec vous juste après la diffusion de cette vidéo de présentation. Vous cherchez un emploi? Vous réfléchissez à votre orientation? Ou vous souhaitez vous reconvertir? Tout d'abord, vous devez identifier, évaluer et valoriser vos compétences. La solution, Europass. Cette plateforme en ligne est gratuite. Elle vous propose de prendre conscience de vos compétences et de les gérer tout au long de votre vie. Envie d'essayer? Rien de plus simple. Créez votre compte et remplissez votre profil en renseignant vos expériences,
vos formations, vos langues et vos compétences numériques. Vous pouvez aussi ajouter vos engagements bénévoles, vos périodes de mobilité internationale, vos performances sportives ou toute autre expérience. À partir de celle-ci, un algorithme vous propose même de nouvelles compétences auxquelles vous n'auriez pas pensé. Et vous pourrez bien sûr enrichir votre profil tout au long de votre parcours professionnel. Véritable bibliothèque virtuelle, Europass vous permet de stocker en toute sécurité les preuves de vos compétences, comme des lettres de recommandation, des diplômes ou encore des badges numériques. Éditez ensuite votre CV en choisissant parmi plusieurs modèles. Le CV se génère tout seul en un clic. Faites de même pour vos lettres de motivation et votre lettre est déjà prête. Europass est aussi connecté à des plateformes de recherche d'offres d'emploi et de formation en France et en Europe. En fonction de votre profil, la plateforme vous suggère spontanément des offres qui vous correspondent. Vous pouvez postuler depuis votre espace Europass et joindre à votre candidature des documents stockés dans votre bibliothèque, mais aussi adresser le lien de votre profil complet à un recruteur. Convaincu ? Rendez-vous sur www.europass.eu et bénéficiez gratuitement de tous les services Europass. Marielle Gaudin, on vient de le voir, Europass, c'est un outil développé par Erasmus+, et c'est une véritable banque de compétences que l'on peut alimenter tout au long de sa vie professionnelle. Tout à fait, c'est ça la particularité d'Europass, c'est que c'est non seulement un outil déjà créé par l'Union européenne il y a 15 ans pour valoriser toutes les compétences des citoyens européens. Donc, je voudrais dire que c'est financé par le programme Erasmus, mais toute personne a accès à Europass. C'est vraiment un outil pour tous qui est complètement gratuit, comme on l'a vu dans la plateforme, et qui est accessible aussi en 29 langues. Après, c'est vrai que l'intérêt et là, il y a quand même des choses nouvelles par rapport à une nouvelle plateforme qui a vu le jour là, tout récemment, qui permet de remplir un profil de compétences. Et comme l'a dit la vidéo, vous pouvez mettre toutes vos expériences, les formels, ce qu'on a fait à l'école, bien sûr, mais aussi tout ce qui est en dehors, toutes les compétences, toutes les activités qu'on peut faire en dehors et qui amènent des compétences. Évidemment, la mobilité internationale, mais aussi toutes les expériences qu'on fait à côté dans des associations, les engagements bénévoles. Aujourd'hui, voilà, les jeunes ont plein d'activités et toute chose mérite d'être signalée parce qu'elles développent des compétences. Et à chaque fois, vous l'avez vu, vous pouvez stocker dans la bibliothèque associée toutes les preuves. Donc, ça peut être des choses très formelles, un diplôme, une certification, mais aussi une attestation de formation, une réalisation qu'on a faite. Si on écrit des petits articles dans un blog, et bien on peut les mettre là pour prouver qu'on a fait ça. Enfin, voilà, le fait, c'est toujours d'enrichir avec toutes les preuves possibles les compétences. Et on n'a pas ce souci qu'on avait au préalable de la longueur. Je vois qu'il y avait une question sur la longueur du CV. En fait, le profil, il peut être aussi long et plus on a de choses à mettre, mieux c'est. Puisqu'ensuite, on va choisir que quelques éléments du profil ou l'intégralité, tout dépend de à quoi on veut répondre. Et pour une offre d'emploi, en général, on nous demande quelques compétences et donc on va sélectionner les expériences qui prouvent ces compétences et en un clic, on génère un CV sur 3 modèles au choix. Donc ça va se développer. Pour l'instant, il y a 3 modèles. Avant, il n'y en avait qu'un. Donc, c'est déjà des designs un petit peu différents. Et voilà, on va pouvoir créer un CV très rapidement. La lettre de motivation, on est très guidé pour la faire, mais il faut quand même remplir un petit peu les champs. Donc, c'est pas en un clic, mais c'est aussi très rapide parce que justement, on vous guide vraiment dans le libellé. Voilà, donc c'est cette partie-là qui est intéressante. Et j'avais aussi un visuel peut-être à montrer. Oui, on va diffuser justement. Voilà. Ça c'est vraiment la porte d'entrée d'Europass. Donc, ce qui change aussi sur cette nouvelle plateforme, c'est qu'il faut se créer un compte. Donc, une fois que vous créez un compte, vous avez accès gratuitement à tout l'ensemble des services. Donc, il ne faut pas oublier cette partie-là. Et je le dis juste parce que par expérience, on a quelques retours. Vous créez votre compte et on vous envoie un email pour confirmer votre création. Il peut mettre un petit peu de temps à arriver, donc un peu de patience et on arrive à créer son compte très facilement. Et donc ensuite, c'est la deuxième diapo. Donc on crée son profil et c'est vrai comme c'est un outil pour valoriser ses compétences. À partir du profil renseigné, la plateforme qui contient des algorithmes va pouvoir vous suggérer d'autres compétences que vous n'avez pas forcément mentionnées. Et c'est ça qui va permettre aussi de faire un véritable travail de prendre conscience de ses compétences avec cette aide. Oui, c'est vrai que je peux, c'est vrai que l'esprit d'équipe, je n'ai pas mentionné, mais oui, je vais l'ajouter. Et on peut très bien nous-mêmes rajouter des compétences. Mais voilà, on aura un profil complet et de tout ce qu'on sait faire. Et ça, c'est tout au long de sa vie, parce qu'aujourd'hui, les parcours ne sont pas forcément linéaires. Donc,
on cumule tout dans son profil et à n'importe quel moment, on est capable d'aller chercher les expériences, les compétences pertinentes pour répondre à une offre d'emploi, une offre de stage, postuler dans une formation aussi, c'est possible. Alors, merci beaucoup. On a reçu une question d'Arthur, justement, qui demande, pour une entreprise, qu'est-ce qu'Europass apporte de plus qu'un CV personnalisé? Alors déjà, le CV personnalisé, déjà Europass, c'est un outil pour le faire. Donc c'est vrai que ça, c'est déjà une chose. Ensuite, l'intérêt, comme vous l'avez vu dans la vidéo, on va pouvoir envoyer via Europass son CV, les preuves des compétences associées, mais aussi on va pouvoir générer un lien qui donne accès à voir à l'employeur en question, on va lui envoyer à lui des éléments, d'autres éléments, ou l'ensemble du profil, ça c'est nous qui choisissons, l'utilisateur choisit ce qu'il veut montrer et à qui, c'est toujours lui qui a la main, et il va pouvoir donner à voir l'entièreté, si j'ai envie de dire, de ses compétences. Voilà, je postule pour telle et telle compétence que vous demandez, mais sachez que j'ai aussi tout ça à mon actif, et c'est vrai qu'on a... Notamment, on pourra mettre le lien vers une vidéo d'une personne au RH qui l'utilise en interne, parce qu'on sait que pour l'entreprise, avoir le panorama des compétences de ses salariés, c'est aussi intéressant, ne serait-ce que pour développer faire le plan de formation. Parce que quand on a réfléchi, quand on a fait un profil, quand on a évalué, pensé à ses compétences, on sait déjà mieux ce qu'on veut faire, on a mieux conscience de ce qu'on sait faire et on sait peut-être mieux où on va aussi. Donc, toute cette démarche un peu que le portfolio génère, c'est quelque chose qui va être utile à l'employeur pour mieux vous connaître, pour mieux vous proposer des formations adaptées. Peut-être aussi, je sais que la RH en question l'utilise des fois quand il y a des missions ponctuelles, annexes dans l'entreprise, se dire qu'est-ce que j'ai comme compétences dans mon panel et à qui je peux proposer cette mission supplémentaire. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant, voilà, pour une entreprise. Merci beaucoup. Oui, je vous en J'avais prie. oublié de mentionner aussi ce qui était tout à fait nouveau, c'était la partie suggestion d'offres de formation et d'emploi. Oui. Ça, c'est tout à fait nouveau. Donc, c'est encore sur certains pays en développement. Il faut que techniquement, tous les flux de toutes ces informations se connectent, mais c'est en cours de… Voilà, ça c'est en train de se faire. À partir du profil, la plateforme analyse et à partir de centres d'intérêt que vous aussi, vous complétez, la plateforme analyse à quelle formation en Europe pourrait vous correspondre ou quel emploi en Europe. Et ça, c'est notamment l'offre d'emploi vient du service public de l'emploi EURES. Toutes les offres EURES sont disponibles via la plateforme Europass. Donc ça permet aussi une ouverture, d'ouvrir le champ des possibles. Alors, on a le choix de recevoir ou pas des suggestions. Vraiment, l'utilisateur peut paramétrer la plateforme comme il le souhaite, mais c'est aussi quelque chose de nouveau et qui peut donner des opportunités supplémentaires. Oui, effectivement, avoir accès non seulement à des offres d'emploi, mais également à des formations, c'est vrai que ça fait partie des points à souligner. Clarisse Giraud-Garuffi, dans le cadre de votre poste actuel à Berlin, vous avez recruté des membres de votre équipe et certains candidats utilisaient justement Europass. Quels sont les avantages de ce CV européen selon vous ? Alors pour moi, c'est vrai que quand j'ai reçu les candidatures avec Europass, la première chose qui m'a frappée, c'était le côté cohérence avec l'offre qui avait été lancée par l'entreprise. C'était très ciblé, très propre. On avait toutes les informations dont on avait besoin, mais il y avait aussi cette possibilité d'en apprendre plus sur le candidat. Et parfois, on n'y pense pas assez, mais parfois, c'est ces petits détails en plus qui font qu'on va pencher vers l'un ou l'autre. Et là, en l'occurrence, c'est ce qui nous a permis de trouver un collaborateur avec qui on aurait aimé travailler rapidement parce qu'il avait des compétences auxquelles on n'aurait pas pensé nous-mêmes en tant qu'employeur et qui étaient mises en avant par son CV Europass. Voilà. Merci. Alors, Johan Beau, vous souhaitiez réagir, je crois, au sujet du nombre de langues parlées. Oui, tout à fait. Juste pour pas que les gens prennent peur, entre guillemets, même si c'est très bien de parler 5 langues couramment, il n'y a aucun souci pour participer avec un niveau de langue qui n'est pas aussi développé. Encore une fois, pour nous, ce qui va compter, c'est le projet professionnel. Donc, bien entendu, si vous souhaitez aller faire un stage en tant qu'interprète dans un pays, là, effectivement, le niveau de langue sera nécessaire, mais il faut vraiment regarder si c'est une compétence nécessaire dans le cadre du stage que la personne va chercher à obtenir. Donc, voilà, juste pour dire que
Le niveau de langue peut être un critère, mais au regard uniquement du projet. C'était tout. Merci beaucoup. Claire Herman, on l'a vu justement avec Johan Beau, on reçoit parfois beaucoup de dossiers, mais finalement, peu de personnes, enfin pas assez de personnes ne peuvent partir. De façon générale, le programme Erasmus+ touche une minorité de classes sociales populaires. Que propose l'Union européenne pour y remédier ? Oui, donc je voulais d'abord réagir en disant, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'effectivement, quand on regarde que les étudiants, par définition, à l'université, on a déjà, enfin par définition malheureusement, on a déjà une sous-représentation des classes les plus populaires à l'université. Donc indirectement, ça se reporte aussi sur le nombre d'étudiants participant à Erasmus. À côté de ça, comme je l'ai dit, vraiment on cherche à toucher des jeunes hors de l'université, donc en formation professionnelle, même des gens mineurs. Hein, quand on est dans un lycée professionnel, on a moins de 18 ans, enfin on peut avoir moins de 18 ans, et on a accès à une mobilité pour aller faire un stage dans une entreprise à l'étranger ou suivre une formation dans un centre de formation professionnelle à l'étranger. Donc vraiment, ça existe. Et quand vous avez mentionné les statistiques au début, donc bon, c'est vrai, il y a plus de 50 000 étudiants qui partent par an environ, mais on a aussi autant de 5 000 personnes en formation professionnelle. J'avais aussi mentionné le volontariat. Là, vraiment, on s'adresse à des jeunes, qu'ils soient déjà en formation dans le système éducatif ou pas. Même si vous êtes étudiant et que vous avez du temps un été, vous pouvez partir faire du volontariat. Là, je vous conseille d'aller voir notre site jeunesse. Donc, enfin, je vais donner les liens. On va donner les liens justement à la fin, on aura un visuel. Donc ça, c'est par rapport à, si vous voulez, au type. La deuxième chose, donc, les gens reculent parfois à l'idée de partir pour une question d'argent. C'est vrai que pour l'enseignement supérieur, les bourses Erasmus sont assez limitées parce qu'on compte sur les régions, les États membres pour compléter. Mais par exemple, pour la formation professionnelle, c'est beaucoup plus généreux. Donc, enfin, voilà, c'est des bourses plus importantes. Monsieur Beau en parlait tout à l'heure. On finance le voyage, mais aussi le logement. Donc, voilà, pour la formation professionnelle, c'est un peu plus généreux. Et pour notre futur programme, on va prévoir, si vous voulez, un outil financier additionnel parce que pour l'instant, donc, on finance une sorte de contribution à l'organisation qui organise la mobilité, une bourse, ce qu'on appelle le soutien individuel, le voyage, et en plus on va prévoir ce qu'on va appeler un support inclusion pour les gens en difficulté ou les personnes avec un handicap par exemple. Donc voilà, on essaye vraiment, c'est une des 3 grandes priorités du futur programme, à côté de la digitalisation et puis aussi du soutien à la transition écologique qui est aussi une des grandes priorités de l'Union européenne. Notre 3e priorité, enfin sans ordre d'importance, c'est l'inclusion sociale. Donc vraiment, c'est pour nous un grand souci. Comme je l'ai dit aussi, dans le futur, on va essayer de proposer des mobilités de durée un peu plus courte parce qu'on se rend compte que ça peut être aussi un frein à la mobilité si on a déjà charge de famille ou si on ne peut pas se libérer une longue période. Pour les langues, parce que souvent, c'est pas, enfin, les gens qui se sentent faibles en langue ont peur de partir. Là aussi, quand vous obtenez une bourse Erasmus, vous obtenez aussi des cours de langue. Avant de partir, vous pouvez même mesurer votre niveau avant de partir et au retour, par exemple, et on adapte des cours à votre niveau et à vos besoins. Donc, normalement, c'est pour la langue dans laquelle les cours seront donnés. Mais si, par exemple, vous allez dans un pays balte où vous aurez des cours en anglais, et ben, si votre niveau d'anglais est déjà suffisant, on vous offre les cours introductifs au lituanien, par exemple, pour que vous puissiez vous débrouiller dans la rue. Donc, vraiment, on fait tout pour que l'apprentissage des langues aide les gens à partir. Et puis, comme je le disais,
comme on va essayer d'étendre aussi la mobilité pour les écoles dans notre futur programme, donc du primaire jusqu'au bac, pour des mobilités de groupe avec votre classe ou alors pour des mobilités individuelles pendant un semestre ou 2 semestres. On espère comme ça encourager les gens très tôt dans leur vie à être en contact avec d'autres, recevoir d'autres enfants dans leur classe pour que cette envie de partir germe avant que les soucis n'arrivent. Voilà. Merci. Alors, Johan Beau, vous êtes responsable des programmes européens chez Pôle emploi. Dans la pratique, quels sont les principaux avantages d'une expérience Erasmus+ pour aider à trouver un emploi? Alors, ce qu'on constate, c'est il y a 3 types de gains suite à une expérience Erasmus+. Alors, dans un premier temps, c'est bien entendu l'acquisition de compétences professionnelles, puisque, encore une fois, la personne qui bénéficie de cette expérience Erasmus+, va faire un stage professionnel en cohérence avec son parcours et son projet professionnel. Donc l'idée, c'est de continuer à approfondir ses connaissances sur son secteur, sur son métier. Dans un second temps, il y a bien entendu aussi des bénéfices en termes de savoir-être, donc ça qui sont particulièrement bénéfiques, et c'est, il me semble, ce que disait Marielle tout à l'heure. Pour le CV Europass, oui. Et donc, ça permet de valoriser aussi et d'acquérir des compétences en termes d'autonomie, de confiance en soi, donc plus relativement à la personnalité, et donc de prendre conscience de ses forces ou de ses faiblesses parfois, et ce qui est très bien aussi de savoir quelles sont ses faiblesses. Et le troisième point en termes de gains, c'est ce que Lisa mentionnait tout à l'heure, c'est les gains sur la langue, sur la découverte culturelle. Donc il y a vraiment ces 3 aspects-là, les compétences professionnelles, les savoir-être et des gains linguistiques et culturels. Merci. Marielle Gaudin, alors l'agence Erasmus+, à laquelle vous appartenez, a notamment pour mission de réaliser des études auprès des personnes qui ont bénéficié d'une expérience de mobilité. On va voir sur un visuel qui va apparaître que 79,6% de ces personnes qui ont bénéficié d'une expérience en mobilité ont considéré avoir amélioré leurs compétences en matière de prise de décision. Marielle Gaudin, quels sont les principaux apports d'Erasmus+ en termes d'employabilité? Voilà, c'est vrai qu'à l'agence, on a différents moyens, on essaye de mesurer l'impact du programme Erasmus+. Donc, il y a différents axes à l'agence. Il y a une mission dédiée à l'évaluation et à la prospective. Il y a également des études qu'on mène auprès des participants, des participants Erasmus+. Il y a les outils européens ou des porteurs de projets. On les questionne régulièrement. Il y a également des études externes. Par exemple, on a pu collaborer avec le CEREC pour faire des études sur le devenir des jeunes partis en mobilité. Mais ce qu'on voit ici, c'est la dernière… Ah oui, et il y a aussi un observatoire de l'impact qui produit des notes régulièrement, des notes de l'observatoire pour justement évaluer tous les types d'impact que peut avoir le programme Erasmus. C'est le dernier là, qui a été édité, donc c'est celui dont sont extraits les chiffres que vous montrez. C'est quel impact peut avoir le programme sur les participants, mais également les personnels ou les organismes carrément. Et c'est vrai que les participants, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ils ont le sentiment d'avoir amélioré leurs compétences. Et selon évidemment, les compétences linguistiques ressortent à 92,3%, mais également les compétences d'analyse. Et ce qui ressort aussi beaucoup, alors c'est peut-être pas les plus, mais de façon très importante, c'est la confiance en soi. Et Johan l'a dit, ça c'est les retours vraiment des accompagnateurs, des formateurs, des enseignants sont vraiment formels. Quelqu'un qui revient de mobilité, il a gagné en confiance. Et quand on est plus conscient quand on a plus confiance en soi, quand on a conscience des compétences qu'on a développées, on est aussi plus fort pour aller chercher un emploi. Donc c'est aussi ce sentiment de compétence qui va vraiment être déterminant dans la position qu'on va avoir face à un employeur. Merci. Alors, on va passer aux questions du public avec Caroline. On a reçu beaucoup de questions. Caroline, bonjour. Oui, bonjour Alexandra, bonjour à tous. Donc, en effet, on a reçu beaucoup de questions, notamment par rapport au CV Europass. Marielle Gaudin, très concrètement, est-ce que je peux créer plusieurs CV pour différents emplois ou encore combien de temps faut-il pour créer un CV Europass ?
Alors, là, c'est justement la nouveauté. À partir de votre profil, vous pouvez sélectionner, donc, remplir son profil. Il ne faut pas se mentir, ça prend un peu du temps. Il faut se poser pour expliquer ce qu'on a fait, éventuellement fournir les preuves. Donc ça, c'est une fois qu'on a fait son profil, par contre, il est fait et on vient sélectionner les expériences. Donc, on peut en sélectionner certaines. Et là, en un clic, le CV se génère tout seul. Donc ça, c'est le côté… on peut sélectionner quelques compétences pour un type d'emploi. On peut en sélectionner d'autres pour un autre type d'emploi et on stocke tous ces CV dans sa bibliothèque et on a le CV pour tel profil, pour tel type d'emploi, le deuxième CV pour tel autre, etc. Pareil pour les lettres de motivation. Donc oui, on peut créer plusieurs CV pour plusieurs emplois avec Europass et rapidement, à partir du moment où on a bien rempli son profil. Merci Marielle Gaudin. Caroline, une autre question? Oui, alors on a une question de Clara qui demande combien de stages à l'étranger puis-je faire dans ma vie en tant que demandeur d'emploi, donc plutôt à destination donc, de Johan Bo. Alors c'est une question un peu large. Il n'y a pas de limitation au niveau du droit français en tout cas. Peut-être qu'il en existe dans le droit national de certains pays, comme ça je ne les connais pas. Dans le cadre spécifiquement d'Erasmus+, nous à Pôle emploi on propose des stages uniquement de 3 ou de 6 mois. Sachant qu'on n'a pas un nombre de bourses infini, on a tendance à privilégier des personnes qui n'ont jamais bénéficié de notre programme pour partir. Après, il n'y a pas de limitation officielle de la part de l'agence Erasmus+ à ce niveau-là. Merci. Toujours sur donc, les stages. Alors, on a reçu plusieurs questions sur justement l'accompagnement de Pôle emploi. Donc, comment se passe l'accompagnement pendant le stage et au retour du stage? Ok. Donc ça, il y a effectivement les 3 points dans la question qui a été posée. Donc à savoir, il y a un accompagnement avant. Donc ça, c'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure, plus en introduction, pour identifier le stage, pour trouver le logement. Et il y a une préparation aussi en amont pour un peu comment ça va se passer quand la personne va arriver. Pour s'adapter. Il y a un suivi qui est effectué tout au long de la période Erasmus, donc pour vérifier que tout se passe bien avec le tuteur, puisqu'il y a un tuteur dans le cadre du stage, pour vérifier aussi que tout se passe bien au niveau du logement, dans les conditions de vie, que psychologiquement aussi la personne va bien, parce que il y a forcément un risque d'isolement. Il faut que la personne soit suffisamment autonome pour s'en sortir, pour créer des liens sur place. Et bien entendu, il y a aussi un accompagnement au retour. Donc pour nous, qui consiste principalement donc, dans un débrief de comment s'est passée l'expérience et comment capitaliser sur cette expérience. Donc c'est là où il peut y avoir un lien avec l'Europass. C'est comment valoriser cette expérience, quels ont été les gains, qu'est-ce qui a été acquis pendant cette expérience et comment le valoriser dans le cadre de sa recherche d'emploi de retour en France ou à l'international. Je crois que Marielle peut compléter à ce niveau-là. Je veux bien compléter si j'en ai la possibilité. Oui, allez-y, je vous en prie. Je vous ai parlé de la plateforme Europass, qui est vraiment la plateforme de gestion des compétences, mais à côté de cette plateforme, il existe des documents Europass, dont l'Europass Mobilité, dont faisait mention Johan, qui est vraiment un document dédié à la mobilité. L'organisme d'envoi en fait la demande auprès de l'agence Erasmus, et c'est un document qui permet de vraiment valoriser les compétences acquises pendant la période de mobilité. Le document est donc généré en amont. La personne part avec sur son lieu de stage et elle remplit la partie compétences avec le tuteur. Qu'est-ce que j'ai gagné? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que je fais mieux qu'en arrivant? Et elle repart avec. Et ça peut être aussi un bon outil de travail pour les suites de l'accompagnement, de partir de ce document. Voilà, qu'est-ce que le tuteur a mentionné? Qu'est-ce que moi, au retour, conseiller Pôle emploi ou formateur ou enseignant, je constate que tu as amélioré aussi. Et c'est quelque chose qui est vraiment pour l'utilisateur. Il va le garder, enfin pour l'apprenant qui est parti, il va le garder pour lui. Et on a fait plusieurs études, notamment sur ce document. Et c'est vrai que souvent, les personnes qui reçoivent un Europass Mobilité s'en servent. Ils piochent dedans les compétences mentionnées par le tuteur ou l'organisme pour remplir des CV. Ça fait aussi des bases pour pouvoir verbaliser déjà et mentionner ces compétences.
Avant de passer à une autre question, Caroline, je voulais juste poser une question à Clarisse Giraud-Garuffi, justement sur ce document. Vous avez eu cette expérience, vous, de votre côté, votre tuteur avait rempli ce document, c'est ça? Oui, alors en fait, vers la fin de ma mobilité, j'ai rempli ce document avec mon maître de stage ou mon tuteur et on s'est mis d'accord en fait sur les compétences que moi je pensais avoir acquises et les compétences que lui jugeait que j'avais acquises aussi. Et on a tout compilé dans ce document-là, ce qui m'a donné en fait une meilleure impression de ce que j'avais réellement appris pendant mon stage et de ce qui avait été constaté, mais du côté de l'entreprise d'accueil également. Et c'est ce qui me sert maintenant aussi dans mon travail tous les jours et qui va sûrement me servir pour mes candidatures futures éventuelles. Merci. Caroline, d'autres questions? Oui, nous avons une question de Christelle qui demande au niveau des entreprises d'accueil, s'agit-il de tout type d'entreprise ou plutôt des TPE, PME? Alors, pour ce qui nous concerne, nous, de notre côté, c'est très varié. Donc, déjà, c'est pas forcément des entreprises. Il y a aussi, bien entendu, des associations, des ONG. Le domaine de l'économie sociale et solidaire est aussi mis à contribution dans le cadre du programme Erasmus+. Pour ce qui est des entreprises, on a à la fois des TPE-PME et des grands groupes internationaux. Donc, ça dépend encore une fois du projet professionnel de la personne et du meilleur stage qu'on réussit à trouver pour cette personne. Nous avons aussi une question pour Claire Herman. Donc, par rapport au Brexit, est-ce qu'on va toujours pouvoir se rendre au Royaume-Uni avec Erasmus ou est-ce qu'il vaut mieux privilégier un autre pays anglophone? Alors, si vous partez dans le cadre d'un projet qui a été approuvé jusqu'à cette année, jusqu'au printemps de cette année, donc imaginez une université, je sais pas moi, à Lyon qui travaille avec Manchester et ils avaient eu un accord et ils avaient convenu de faire des mobilités pour lesquelles on a donné de l'argent et les années précédentes, parce que comme je vous l'ai dit, les projets de mobilité s'étalent sur 2 ans et donc il y a plusieurs cohortes d'étudiants qui partent. Donc pour ces financements déjà agréés, on peut continuer à aller au Royaume-Uni. Par contre, il faut bien vérifier avec le Bureau des relations internationales de l'université si l'accord est toujours bien valide, etc. Donc, mais le principe est qu'on peut encore partir. Par contre, pour l'année prochaine, là, c'est encore un grand flou. Je ne sais pas si vous écoutez les informations, mais les négociations sont dans la dernière ligne droite et très tendues. On ne sait pas encore la manière dans laquelle le Royaume-Uni sera associé au programme Erasmus. Ils peuvent y rentrer comme ce qu'on appelle un État associé, sans être membre de l'Union européenne. Vous pouvez prendre l'exemple de la Turquie, par exemple. La Turquie, pour nous, ce n'est pas un membre de l'Union européenne, mais c'est un pays Erasmus, donc programme. Mais pour pouvoir participer au programme, la Turquie paye. Donc, il va falloir voir si les Britanniques sont prêts à payer pour participer à Erasmus. Si oui, on pourra continuer comme avant. Sinon, il devient un pays tiers, un pays partenaire, et donc avec beaucoup moins d'accès au programme. C'est possible. D'ailleurs, si je peux en profiter, parce que j'ai oublié de mentionner que les mobilités Erasmus, elles sont surtout en Europe, mais on a aussi un peu d'argent pour en organiser avec des pays hors de l'Union européenne. Donc, vous pouvez imaginer faire un stage dans une entreprise canadienne, ougandaise, chinoise, voilà. Donc, renseignez-vous auprès de vos universités pour savoir s'il y a des accords, parce que ça existe. Pour l'instant, on a un budget très limité, mais on est en train de penser, c'est encore dans les tuyaux, mais pour le prochain programme, à pouvoir utiliser une partie des fonds internes au programme pour ce type de mobilité. Donc voilà, sachez que ça existe, il y a un peu moins de possibilités, mais c'est aussi une bonne opportunité. J'espère que les Britanniques ne seront pas considérés comme un pays
mais ça, je parle pour moi. Voilà, comme citoyenne, si vous voulez. Mais voilà, il faut attendre l'année prochaine pour savoir comment tout ça va évoluer. Le Brexit, justement, qui est à l'ordre du jour du Conseil européen qui se déroule actuellement à Bruxelles. Caroline, est-ce qu'on a d'autres questions? Alors oui, donc pour Johan Beau, on demande donc est-ce que est-ce que est-ce que l'on garde le statut de demandeur d'emploi ou est-ce que lorsque l'on effectue un stage à l'étranger, on est rémunéré par l'entreprise d'accueil? Alors, en général, il n'y a pas de rémunération dans le cadre du stage. Donc, l'entreprise d'accueil ne rémunère pas le stagiaire. Le participant à Erasmus donc, bénéficie d'une part de la bourse, qui est effectivement abondée par Pôle emploi, ce qui était mentionné tout à l'heure. Et en termes d'indemnisation, si la personne donc, était demandeur d'emploi et avait une indemnisation sous forme d'allocation retour à l'emploi. Cette indemnisation est maintenue dans la limite des droits acquis. Elle bascule sous une autre forme puisque la personne change de catégorie de demandeur d'emploi puisqu'elle est à ce moment-là considérée comme en formation. Mais l'indemnité est maintenue et j'ai vu passer aussi qu'il y avait une question en lien avec ça sur des personnes qui touchent éventuellement le RSA. Il y a aussi une autre version des minima sociaux qui est déclenchée à ce moment-là pour les personnes qui partent en formation. Donc il y a aussi une indemnité complémentaire à ce niveau-là. Merci beaucoup. Une autre question, est-ce qu'il est possible d'effectuer un stage à l'étranger en tant que demandeur d'emploi alors que cette même personne a déjà bénéficié d'un échange Erasmus pendant ses études, son cursus universitaire? Oui, pardon. Il n'y a pas de contre-indication à ce niveau-là. Donc, la candidature ne sera pas mise de côté d'entrée de jeu si la personne a déjà fait un séjour Erasmus dans le cadre de son parcours universitaire. Encore une fois, nous, dans le cadre de la sélection, on aura peut-être, si 2 dossiers sont équivalents, en termes de pertinence au regard du projet professionnel. Si quelqu'un a déjà eu cette opportunité, il est possible que ce soit la personne qui n'y ait pas encore eu accès qui soit privilégiée. Mais en soi, il n'y a pas de contre-indication ou de blocage absolu sur le fait qu'une personne qui a déjà bénéficié d'un Erasmus dans le cadre de l'université ne puisse pas en bénéficier à nouveau en tant que demandeur d'emploi. Merci beaucoup. J'ai une dernière question donc, de la part du public. Donc, pour Marielle Gaudin, y a-t-il des pays dans lesquels Europass est plus utilisé que d'autres? Oui, il y a des pays, notamment, qui l'ont parfois rendu obligatoire dans certaines candidatures. Donc là où effectivement, on voit qu'il est utilisé de façon plus importante, notamment le Portugal, l'Italie et même l'Espagne sont les pays qui sont assez en tête sur le CV. Après, sur des documents comme l'Europass Mobilité, pour générer la mobilité, là, on voit plutôt que c'est la Pologne, l'Allemagne ou la France qui arrivent en tête. Ça dépend sur quels outils Europass. C'est vrai qu'il y a la plateforme et les documents. Mais après, en ayant rendu obligatoire pour certaines candidatures le CV au niveau national, c'est vrai que ça fait booster un petit peu l'utilisation d'Europass dans les pays, je vous dis plutôt Portugal, Espagne, Italie. Merci beaucoup. Caroline, est-ce qu'on a d'autres questions? Peut-être une dernière. Pour Marielle Gaudin, comment valoriser l'utilisation du CV Europass auprès des professions où l'originalité dans le CV peut être un moyen de se démarquer? Alors, Europass, c'est un outil pour soi. Donc, vous pouvez très bien utiliser le profil pour compiler toutes vos compétences et créer votre propre portfolio qui va vous accompagner tout au long de la vie. Parce que ça, je ne l'ai pas mentionné, mais bien sûr, c'est un outil de la Commission européenne. Donc déjà, en termes de sécurité des données, vous confiez vos données à la Commission. Ce n'est pas une entreprise privée où on ne sait pas trop. Vous confiez vos données. Surtout, il y a une pérennité de cet outil. Il va durer
fait déjà 15 ans qu'il existe et il n'est pas prêt de s'arrêter, donc avec la toute nouvelle plateforme. Donc déjà, vous avez ce lien. Mais après, si vraiment il faut faire un CV original qui sort des clous pour être… alors je vous encourage à faire un autre CV tel que vous avez envie. C'est juste une proposition. Ça peut aider certaines personnes qui ne savent pas trop comment commencer à structurer vraiment un CV et à en faire un. Mais après, bien sûr que ce n'est pas exhaustif du tout. Et ce CV hyper original, on peut très bien le stocker dans sa bibliothèque Europass aussi et l'avoir pour la suite. Merci beaucoup, merci Caroline. Alors, on résume donc rapidement. Erasmus+ propose non seulement des séjours à l'étranger pour tous les publics, mais aussi des outils pour l'insertion professionnelle comme Europass, le CV européen qui permet à un candidat d'être présent dans 35 pays à la fois. Merci à nos intervenants d'avoir participé à ce webinaire. Avant de nous quitter, quelques liens utiles vont s'afficher. Sachez qu'on vous mettra également ces liens par mail pour que vous les receviez. Voilà, tous ces liens très utiles, donc à la fois de la page de l'agence Erasmus+, de la Commission européenne, le site Euroguidance, évidemment la plateforme Europass, la page dédiée à Erasmus+, sur le site de Pôle emploi, et puis sur notre site aussi, vous avez pas mal d'informations sur ce sujet. Voilà, merci à tous. À très bientôt pour d'autres webinaires sur les questions européennes. En attendant, vous pouvez retrouver la rediffusion de ce webinaire sur le live de Facebook. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Au revoir.